Bon, ben, merci Marc pour cette introduction flatteuse. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur du côté star, mais en tout cas, j'ai un certain nombre d'enseignements et d'expériences que je me réjouis de partager avec vous autour de l'innovation et plus particulièrement vu sous l'angle de l'innovation rapide. Si je dois résumer l'évolution de ma réflexion en une phrase, ça rejoint ce que tu as présenté tout à l'heure autour de la circulation en cycle court, la circulation de la connaissance entre des mondes divers qui sont les mondes des sciences, les mondes de la technologie, les mondes du marché et les mondes internes de l'entreprise entre l'équipe d'innovation et les différentes structures. L'enjeu pour accélérer l'innovation, c'est de faire circuler cette connaissance en cycle court. C'est ça qui est fondamental pour moi et qui traverse toutes mes réflexions et tous mes travaux. Après, comme me le disent souvent mes camarades, et comme j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L'enjeu n'est pas d'aller vite, l'enjeu c'est bien de sortir une innovation durable, une innovation qui apporte une valeur ajoutée compétitive, adoptée par le marché. Et donc pour ça, ça rejoint aussi un des thèmes que Marc évoque souvent, une innovation qui a une identité. Et ça, parfois, ça prend du temps. Voilà. Troisièmement, en introduction, au-delà de la thèse professionnelle que j'ai faite pour terminer un master à HEC, vous trouverez des compléments sur mon blog. La thèse date d'il y a 1 an et demi maintenant, et plutôt qu'écrire des suites à la thèse et passer de 150 à 350 pages, j'ai préféré écrire des articles courts et, si possible, collaboratifs. Donc j'ai accueilli des stars de l'innovation comme Marc et d'autres personnes pour témoigner sur l'innovation moderne. Voilà, alors j'ai une intervention où je vous explique un résumé rapide de la thèse en partant de sources académiques et d'études de cas, quel modèle d'organisation j'ai proposé pour l'innovation rapide, quelque chose qui va finalement mixer l'entité dédiée qu'a évoqué Marc et la circulation de la connaissance en cycle court. Et puis, dans un deuxième temps, je vais revenir sur quelques expériences d'innovation que j'ai pu vivre et comment elles se confrontent au modèle d'innovation que j'ai décrit dans ma thèse. Et je vais essayer de ne pas parler plus que 20-25 minutes pour qu'on puisse échanger en fait librement. Alors, dans les thèses, comme disait mon tuteur Michel Santi, on est obligé de présenter des choses assez schématiques. Donc on est parti de 2 modèles d'organisation classique d'innovation, ou archétypes si on peut dire. Il y en a certainement plus on s'approche des modèles, plus on va pouvoir distinguer des variations. Et effectivement, on a déjà vu un 3e modèle émerger qui est hybride entre le modèle de gauche et le modèle de droite. Alors le modèle de gauche, c'est ce qu'on a appelé le modèle d'innovation foisonnante. Donc là, c'est finalement toute l'entreprise qui se mobilise autour de la valeur innovation. Alors, les champions de ça, ce sont des entreprises qui, année après année, réussissent à se renouveler sur des marchés compétitifs. Donc c'est par exemple 3M, qui réussit même à traduire cette culture d'innovation dans des règles internes. Vous savez que c'est 3M qui a inventé cette règle de 20% de temps libre pour les employés pour penser à des projets d'innovation qui leur sont personnels, règle qui ensuite a été reprise par Google et mise en pratique chez eux autour de 15-20% du temps qui est imparti aux employés pour pouvoir réfléchir à leur projet d'innovation. Alors ça, c'est un exemple de règle qui traduit la culture. Un autre exemple de règle chez 3M, c'est de dire, c'est ce qu'a dit leur CEO, je veux que mon chiffre d'affaires soit constitué à 30% d'ici 3 ans de produits qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc ça induit une forte composante d'innovation pour pouvoir, en chiffre d'affaires, avoir 30% de produits dits innovants. Vous savez que l'innovation, c'est... traditionnellement, il y a cette courbe en S, donc même si elle s'est accentuée, comme on l'a vu tout à l'heure, au début, les projets innovants ne font pas énormément de chiffre d'affaires par rapport au business existant, ce qui est d'ailleurs un des problèmes auxquels se heurte l'innovation, puisque souvent on dit, avec ce projet innovant, on va cannibaliser notre produit existant, notre business existant, donc pourquoi le faire ? Voilà, donc à gauche,
un modèle d'innovation foisonnante. On le trouve aussi chez Procter, qui a su se renouveler considérablement avec la méthode Open Innovation dans les années 80 et qui a mis en place des structures pour aller véritablement chercher des innovations sur le marché de l'innovation, chercher des compétences, des savoir-faire, des méthodologies et puis les développer avec les gens. J'ai mis dans cette partie gauche Cisco, parce qu'eux, ils ont une culture d'innovation par acquisition dans notre industrie. C'est-à-dire qu'il y a une logique où un certain nombre de cadres vont créer leurs projets d'innovation en dehors de Cisco. Donc Cisco les aide à foisonner à l'extérieur, mais garde un œil tout à fait attentif sur leur innovation et au moment opportun, si l'innovation a bien progressé et au moment où l'entreprise ne vaut pas encore trop cher, les réintègre. Ce qui vaut à Cisco dans notre industrie le surnom de Pac-Man. Donc j'absorbe. Et alors, ils réintègrent pour véritablement générer la valeur dans leur portefeuille produit. Ils font ça très bien. Innovation qui traverse toute l'industrie ou toute la communauté, c'est bien sûr l'open source. Ça, c'est le modèle un peu final. J'aime bien Renault aussi. Bien sûr, c'est une entreprise innovante, créatrice de technologies, mais pour moi, c'est la référence de la mise en place des équipes projets avec le livre de Christophe Midler, l'auto qui n'existait pas, la mise en place de l'équipe projet pour la Twingo. Donc ça, dans les années 80 aussi, en fait. Et que Christophe Midler avait baptisé des unités créatrices. C'était le nom qu'il avait donné à ses équipes projets. Alors à l'autre extrême, on a les entreprises qui se disent « moi je veux aller vers l'innovation, mais je n'ai pas forcément le temps ou les moyens en termes de leadership de mettre en place cette culture foisonnante, j'ai peut-être d'autres priorités à gérer, etc. Donc je veux mettre en place une unité autonome pour développer l'innovation et m'apporter des résultats rapides ». C'est aussi une manière d'isoler le risque, parce que finalement, ce n'est pas toute l'entreprise que j'entraîne vers cette innovation, c'est qu'une petite unité. Si la petite unité échoue, c'est un petit échec. Voilà. Donc c'est ce que vous avez sur la partie droite. Là, la référence telle que j'ai pu la voir, c'est l'exemple de ce qui est devenu le terme de Skunk Works chez Lookit. Donc c'est une expérience qui date des années 50, où Lookit, dans l'aéronautique, décide d'isoler une équipe pour une raison d'autonomie, d'innovation, d'indépendance, mais aussi pour une raison de secret, puisque cette équipe avait comme mission principale de travailler pour l'aéronautique de défense aux États-Unis, donc dans une logique très très confidentielle. Ensuite, cette équipe, qui s'appelait Nouvelles activités de développement ou quelque chose comme ça, elle a été plus connue sous le nom de Skunk Works. Alors il y a différentes histoires qui courent autour de ça, et d'où est venu ce terme-là. Un autre exemple, c'est Saturn, donc, qui est une expérience de General Motors pour répondre aux petites voitures japonaises de la fin des années 70 et leur arrivée sur le marché américain. Ils ont mis en place une filiale dite Saturn avec tous les moyens pour concevoir et ensuite fabriquer et même commercialiser avec leur propre concession des voitures censées répondre à la menace japonaise. Et puis plus récemment, il y a l'expérience d'EDF Business Innovation. Donc là, on est plus dans des expériences de corporate venture. Je mets de l'argent dans des entreprises innovantes à l'extérieur et j'essaie de rapatrier la valeur par la suite à un moment donné. Donc c'est l'expérience d'EDF Business Innovation qui a été lancée dans les années 2000 et qui a duré 5 ans, qui a rejoint maintenant la direction marketing d'EDF. Et alors ensuite, vous avez les modèles hybrides. Donc les modèles hybrides, c'est ceux qui à la fois font exister une culture d'innovation, mais en même temps qui essaient de préserver cette autonomie, cette agilité au travers d'équipes de petite taille. On va trouver là, pour moi, l'archétype, c'est Gore, une entreprise fantastique en termes de culture d'innovation. Je vous invite à voir la vidéo de Gore qui circule sur Internet où elle parle la présidente actuelle parle de comment elle fait vivre la culture de l'innovation dans son entreprise. Et cette culture foisonnante, elle s'appuie sur des entités qui dépassent jamais la centaine de personnes. Donc c'est des petites unités qui sont réparties dans différents endroits et qui arrivent à communiquer, à quand même à avoir une culture, une cohésion d'entreprise. C'est aussi, j'ai mis là Google et Apple. Google et Apple, ce ne sont pas des petites unités autonomes, hein, c'est quand même devenu des grands groupes.
avec pour Apple, pour quelques journées ou quelques heures, la plus grosse capitalisation boursière en 2011, mais qui ont souvent un fonctionnement en mode projet avec des équipes très autonomes autour d'un projet d'innovation. Donc on va combiner cette culture d'innovation très forte et cette autonomie d'équipe. Alors j'ai mis aussi Decathlon, mais on a un représentant de Decathlon ici, donc certainement il complétera. Ce que j'ai pu voir de Decathlon, c'est une R&D centralisée, très tournée vers la recherche, la coopération avec les universités, une direction du design, mais également des unités de développement décentralisées, proches des marques. Et vous savez que Decathlon a formidablement évolué par rapport à son métier de distributeur en lançant ces marques dites passion qu'on connaît aujourd'hui autour de la bicyclette, autour du sportswear, autour des sports de glisse, mer ou montagne. Voilà, finalement ces entités hybrides illustrent ou rejoignent parfaitement la réflexion sur l'organisation ambidextre, vous savez, entre l'organisation qui a son core business, et puis ça c'est peut-être la main droite, et puis sur la main gauche qui va essayer de développer ses innovations. Mais finalement, les deux viennent parfois en contradiction en termes d'ADN, en termes de business model, et l'enjeu c'est d'arriver à concilier ces deux logiques. Alors, ça je vais passer rapidement, parce qu'on en a parlé. Pardon ? Oui, c'est un article du MIT. Voilà, je vais plus venir directement au modèle. Donc, le modèle, ce qu'il a cherché à faire, finalement, c'est à combiner le meilleur des deux mondes. Donc, à combiner cette culture d'innovation et les méthodologies, les approches qui y sont associées, mais au sein d'une entité qui dispose d'une grande agilité, d'une grande autonomie. Donc, vous avez trois grands principes. La partie gauche, Mixed Entity Outside and Inside, c'est le fait de créer une entité autonome. Creative Tension, c'est la culture qui réside au sein de cette petite entité. Et puis la troisième partie, c'est comment fait cette entité finalement pour rapatrier la valeur qu'elle crée vers la maison mère dont elle dépend. Donc c'est l'alignement stratégique. Alors je crois que j'ai un zoom sur l'attention créatrice. Donc voilà. Avant de passer à l'attention créatrice, je vais parler du premier principe. C'est le plus communément répandu, si on peut dire. On va mettre en place une unité autonome, on va lui donner une grande flexibilité, donc par exemple la filialiser, au lieu que ce soit un département ou une division, c'est une filiale. Sa mission, ça n'est pas de devenir une spin-off, ça n'est pas de devenir une start-up en fait. C'est bien de développer des produits avec la mission de le faire dans des délais plus courts, et puis de rapatrier tout ou partie de cette valeur dans le portefeuille des produits de la maison mère. Il faut bien être clair sur la mission, c'est pas une externalisation d'une nouvelle activité. En tout cas, c'était ça la proposition au sein du modèle, et ça a été ça la proposition d'Orange Valley. Ce qui fait que le créateur d'Orange Valley, Didier Lombard, l'ancien président d'Orange, disait qu'on était une entité à la fois dehors et dedans. Dehors, parce que fonctionnant avec des processus un peu différents de ceux classiquement utilisés chez Orange pour sortir de nouveaux produits. Dehors, parce que bien sûr, chargé de regarder ce qui se passe dehors. Ça, vraiment, c'était une grosse attente vis-à-vis de nous, c'était de dire allez regarder sur les marchés, sortez de la maison et rapportez des idées, rapportez des concepts, jouez votre rôle d'explorateur. Mais aussi dedans, parce que ces explorateurs devaient parler avec la troupe et pas rester isolés de la troupe, sinon un explorateur isolé de la troupe, ça meurt parce que c'est plus approvisionné. Voilà, et on comprend bien que cette liberté de mouvement dont dispose cette nouvelle entité, c'est un facteur de rapidité mécaniquement. Quand on est libre de pouvoir très rapidement passer une commande d'achat, par exemple, quand on est libre de pouvoir mettre en place un partenariat juridique très rapidement, quand on est libre de monter son équipe en allant chercher des ressources à l'extérieur, de design, de développement. Tu parlais d'outsourcing tout à l'heure, donc de faire ça et de faire sa composition d'orchestre en quelques semaines, on va très très vite par rapport au fait de se dire il faut que j'aille chercher les compétences en interne, quand est-ce qu'elles vont être libres et comment je m'inscris dans le processus qui régit tout le développement de nouveaux produits en interne.
C'est un petit peu comme faire la queue une fois pour les 5 articles qu'on a achetés plutôt que faire la queue 5 fois pour les 5 articles qu'on a achetés. Alors, l'attention créatrice, pour moi, c'est fondamental de la petite entité. C'est-à-dire que la petite entité, si elle n'est pas dotée de cette culture d'innovation que j'ai appelée tension créatrice, elle va aller vite dans ses nouveaux produits, mais elle ne va pas forcément faire des produits disruptifs ou des produits à forte identité ou des produits marquants. Or, nous, dans notre industrie, c'est devenu très important depuis, je dirais, depuis les 10 dernières années où Apple a martelé des produits qui sont devenus des objets culturels, en fait. Et c'est devenu pour nous le challenge d'arriver à sortir des innovations qui répondent à ce type d'exigence. La tension créatrice, c'est une tension entre deux choses, entre une culture de la diversité, sur laquelle je vais revenir, qui est le fondamental de la création rapide d'idées innovantes, et puis une culture d'objectifs, un cadre d'objectifs qui peut se traduire sous forme d'exigences de qualité, d'exigences en termes de délai, d'amélioration, d'optimisation, peu importe. L'important, c'est d'avoir le courage de se fixer ce cadre. Et donc forcément, entre une culture très ouverte de la diversité et un cadre, se crée une tension, et c'est ça que j'ai appelé la tension créatrice. Ça fait écho pour moi à un peu la philosophie d'Alain, où, alors je ne sais plus exactement sa formulation, c'est « pas de liberté sans cadre ». C'est se dire on se construit mieux finalement si on est capable de s'appuyer sur quelque chose, de rebondir finalement sur le fond de la piscine pour remonter à la surface. La composition de cette culture de la diversité, c'est d'abord, alors j'ai indiqué là, des équipes pluridisciplinaires, un marché de l'innovation et une tension qui attire l'attention. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Tout le fondamental, c'est de se dire on va accélérer le processus d'idées nouvelles. Et pour ça, c'est quelque chose qui est décrit il y a déjà plus de 30 ans dans le fonctionnement en équipe projet. On va avoir des gens d'horizons différents, des gens d'expériences différentes. On va avoir finalement un choc de molécules, et c'est ça qui va créer des idées. Donc ça, c'est le premier point. C'est aussi repris dans les méthodologies de design thinking développées par IDEO, sous la formulation T-shape people, donc composer une équipe de gens en forme de T. Donc vous savez, la verticale, ça représente l'expertise des gens, donc c'est des gens, l'expertise des métiers, expertise, une compétence très forte. Ça n'est pas un gestionnaire, c'est bien un expert de l'innovation, du domaine d'innovation sur lequel on travaille. Mais en même temps, il y a un T, et ça veut dire que c'est un expert qui est capable de dialoguer avec les autres experts de l'équipe. Quand je dis est capable, on est tous capables de dialoguer. Ce que je veux dire, c'est que ça l'intéresse. Et ça, c'est un peu autre chose. Et c'est ça que ça veut dire, l'attention attire l'attention, c'est-à-dire que cette équipe projet, avec des compétences diverses qui peuvent être, nous, on a traditionnellement un designer d'interaction par rapport au designer d'objets plus chez Decathlon. On a des développeurs qui vont transformer rapidement le design en un prototype, parce que nous, c'est un luxe qu'on a dans notre industrie, c'est que les prototypes, ça coûte pas cher, il suffit de coder. Enfin, il faut coder, on a quelque chose très rapidement. On a des gens qui vont être capables d'établir l'interaction entre les utilisateurs et ce prototype, et ce design, pour comprendre non pas tellement les attentes des clients, parce que souvent ils attendent la version d'après, quoi, le truc un peu mieux, mais comprendre, confronté à une nouveauté, comment ils réagissent, et du coup, qu'est-ce que ça fait jaillir comme idée d'innovation nouvelle. On a bien sûr des gens qui représentent plus du marketing produit traditionnel, quoi. Et puis chez nous, il n'y a pas tellement d'usines de fabrication, donc on n'a pas des gens des méthodes usines, mais on a plutôt des gens des services qui vont représenter tout ce qui est le processus de commercialisation, de call center, etc., pour que le produit, finalement, il soit aussi bien accepté en aval pour pouvoir être bien vendu. Donc, au sein de ces équipes où on a plusieurs compétences, il faut que la connaissance circule, c'est ça la clé. Et la connaissance circule à partir du moment où on a réussi à construire un langage commun au sein de cette équipe. Et pour construire ce langage commun, il faut être attentif les uns aux autres. Et c'est une des premières tensions qui peut exister au sein de la diversité. Alors,
ce que j'ai décrit en interne, ça s'applique aussi en externe, hein, dans des démarches d'open innovation et de plateformes collaboratives. Là, je vous ai décrit des métiers. Dans le dernier projet que j'ai fait, sur 50% de ces métiers, je suis allé les chercher à l'extérieur de l'entreprise. Parce que c'était une configuration qui était plus adaptée à l'innovation rapide qu'on voulait créer. Ça veut dire fonctionner en open innovation, ça veut dire fonctionner en plateforme collaborative. Il y a toute une déclinaison autour de ça entre la social innovation, le collaborative design, l'open innovation. Donc c'est apprendre à travailler ensemble finalement. Alors cette culture, elle se heurte au cadre d'objectifs, au focus. Et là, ça fait appel à la question de l'exigence, ça fait appel à la question de l'identité, et ça fait appel à la question du leadership. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de dire à l'équipe d'innovation, ce qu'on vous demande, la direction dans laquelle on vous demande d'innover, c'est celle-là. C'est chercher à faire ce nouveau terminal ou chercher à faire cette valeur ajoutée dans le domaine des réseaux sociaux et de la communication mobile. Et on vous demande de faire ça dans un délai qui est celui-ci. Et par rapport à une autre démarche que je connais ou que j'ai traversée, qui consiste à dire on vous demande d'innover. Et là, j'ai vu plutôt dans cette démarche-là des équipes projets se perdre en fait, parce que aller dans toutes les directions. Donc moi, je suis un fervent défenseur du cadre, comme vous l'aurez compris. Je ne suis pas le seul. Steve Jobs disait, moi, un de mes rôles de CEO, c'est de maintenir le focus autour de l'innovation et finalement de dire non à 999 idées qu'on m'apporte chaque jour d'innovation pour garder le focus d'Apple sur un certain nombre de choses. Et Apple a une gamme de produits très limitée par rapport au nombre d'innovations que sort un Google, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc le focus, l'identité, le leadership, tout ça, ce sont des cadres d'évolution pour l'équipe d'innovation qui sont extrêmement importants. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel le leader de l'entreprise a un rôle très important. Alors après, ce qui aussi sert à l'équipe d'innovation dans ce cadre-là, c'est qu'elle se forge une conviction. C'est qu'elle se forge une croyance finalement. Et c'est ça qui ensuite va souvent créer un ciment, le ciment de la communication au sein de l'équipe. On a un exemple de ça au travers des travaux de Nonaka et de son approche en équipe projet qu'il appelle l'approche rugby. Eh bien, pour qu'une équipe puisse se déplacer en se passant la balle sur une seule ligne, donc ça rejoint un peu les approches de concurrent engineering dont on a vu qu'elles étaient porteuses d'accélération d'innovation. Il faut que le but ou que la conviction de l'équipe soit très clairement définie. Sinon, l'équipe va se dissoudre et aller dans des directions différentes. Et c'est important au démarrage de l'innovation qu'on se dise voilà le problème que je cherche à résoudre, moi, équipe projet. On m'a donné un cadre d'évolution, mais moi, voilà le point qui va m'intéresser particulièrement. Ou alors, voilà la croyance que j'ai. Moi, j'ai démarré un projet récemment sur le lien entre les programmes de télévision et les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, une des choses qu'on peut leur reprocher ou qu'on peut regretter, c'est finalement tout le bruit qui sort de ces réseaux. Il y a énormément à prendre et à laisser, à boire et à manger. Et quand on commence à suivre ça, par exemple à suivre des gens sur Twitter, on est très vite submergé par le nombre de messages qu'on reçoit. Et nous, notre conviction, notre croyance, ça a été de se dire, de tout ce bruit, on peut sortir une recommandation, une indication, un éclairage pour permettre aux gens tout simplement de faire quelque chose qu'ils font chaque soir, c'est choisir leur programme de télévision. Donc on a fait un lien entre un usage assez ancien, enfin qui date de la télévision, et du multichaîne, si on peut dire, alors qu'il s'est un peu diversifié avec les chaînes satellites, les chaînes câbles, les chaînes de la TNT. On a plus de choix et chaque soir, on doit choisir. Bon, tout le monde ne regarde pas la télévision tous les soirs, mais il y a beaucoup de gens qui la regardent quand même. Comment je peux tirer d'un brouhaha dans les réseaux sociaux quelque chose, une indication claire pour m'aider à choisir. Ça a été ça notre conviction de départ. Et c'est ça qui a sous-tendu ensuite le projet. Et plusieurs fois, on s'est dit, tiens, on pourrait essayer ci. Tiens, on pourrait essayer ça. Et on s'est ramené à notre conviction de départ en se disant, mais là, on s'écarte. C'est pas ce qu'on voulait faire, en fait.
Voilà, je crois que j'ai abordé du coup le troisième point du leadership en même temps en en parlant. Et pour conclure sur l'attention créative, donc bien sûr, je crois à l'innovation serendipity au sens où ça peut arriver d'avoir les meilleures idées sous sa douche ou comme Nicolas Sarkozy en se rasant le matin. Mais je crois aussi comme Charles Goodyear que l'innovation serendipity, un peu au hasard finalement, au détour du chemin, elle n'arrive que vis-à-vis d'un esprit qui est préparé à cette innovation, qui est préparé à la recevoir. Ça veut dire vis-à-vis de quelqu'un qui a déjà travaillé beaucoup sur ce sujet. Alors on a parlé de comment finalement avoir des idées un peu plus rapidement au travers de fonctionnement en équipe projet, d'ouverture, de design collaboratif. On a parlé de comment les développer plus rapidement aussi avec cette approche rugby. Je suis passé très vite sur, j'en ai pas parlé même, du prototypage rapide, mais c'est un élément essentiel du fonctionnement pour nous, d'arriver à transformer nos idées en prototypes pour les confronter très rapidement aux clients et ensuite d'avoir des cycles courts pour pouvoir amender nos idées. C'est fondamental à deux niveaux. D'une part parce que ça permet tout au long du processus d'éliminer les mauvaises ou les fausses bonnes idées, puisqu'on les confronte régulièrement. Et ça permet aussi d'être capable de changer d'avis par rapport à des projets peut-être dans le domaine du numérique qu'on pouvait faire il y a quelques années, qui était de se dire on part sur un projet de 18 mois et le premier test client on le fait au bout de 12 mois. Et bien quand vous arrivez face à un client avec un projet sur lequel vous avez travaillé 12 mois, curieusement vous êtes beaucoup moins ouvert à écouter ce que dit le client de négatif sur le produit. Souvent c'est le client qui a tort en fait. Je pense qu'il devrait changer sa manière de se conduire et de se comporter. Quand vous faites la même chose au bout de 3 mois, ça n'a rien à voir. Vous n'avez travaillé que 3 mois. C'est possible de reprendre votre copie et de recommencer à zéro. C'est possible de l'admettre. Voilà. Alors le troisième point, donc on a parlé création, développement, comment aller plus vite. Et le troisième point que j'ai particulièrement découvert dans une entreprise de la taille d'Orange, c'est comment j'engage le reste de l'entreprise sur mon innovation. Donc ça, il y a deux leviers finalement que j'ai identifiés avec l'expérience et qui sont venus enrichir le modèle. Le premier, c'est se dire, quand on arrive vis-à-vis des entités, alors on les appelle aval parce qu'elles sont en phase aval de vie du produit vers la commercialisation. Et chez nous, c'est par exemple les pays, la France, le UK, la Pologne, l'Espagne, les pays d'Afrique. Avec votre innovation, eh bien, si en amont, on n'a pas noué un dialogue sur quelles sont les problématiques de ces pays, quel est leur contexte marché, quels peuvent être leurs besoins les plus prioritaires, on arrive avec son innovation dans une roadmap qui est déjà relativement remplie, avec quelque chose qui ne colle pas forcément avec leurs besoins, et finalement, on va demander aux gens de changer pour accueillir votre innovation. Donc, l'innovation, engager le reste de l'entreprise sur l'innovation, c'est gérer le changement. Donc là, on tombe sur d'autres approches, d'autres méthodologies, et vous savez que gérer le changement, en France notamment, mais dans d'autres pays aussi, c'est pas facile. Et que, avant de gérer le changement ou d'imposer le changement, il faut créer le besoin du changement. C'est beaucoup plus facile que quelqu'un change de siège en lui faisant réaliser qu'il est mal assis, qu'en lui disant « change de siège ». Pourquoi ? Je suis bien, moi, sur mon siège. Mais non, t'es mal assis. Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens, je vais changer de siège. Voilà. Et ça, créer ce besoin du changement, ça ne peut se faire que si on comprend l'autre, que si on a compris quelles étaient ses difficultés. Est-ce que c'est la compétition ? Est-ce que c'est qu'il doit sortir des choses plus rapidement vis-à-vis de son boss ? Arriver à nouer ce dialogue. Donc la première chose pour engager par la suite son innovation dans le reste de l'entreprise, c'est d'avoir un dialogue permanent avec les gens qui sont partie prenante sur l'innovation que vous voulez promouvoir. Moi, ma spécialité chez Orange, c'est la vidéo et ce qu'on peut créer comme interactivité autour d'un programme vidéo et comme aspect social autour d'une vidéo. Eh bien, les interlocuteurs de ça dans les différents pays Orange, dans les différentes structures Orange, je les vois tous les mois. Et je les vois pas forcément parce que j'ai un truc à leur vendre. Je les vois pour les écouter. L'autre chose qui m'a paru importante, c'est en termes de communication, de collaboration, c'est d'avoir éventuellement des équipes métissées. C'est-à-dire que dans la maison mère, il y a des gens qui sont très compétents sur un domaine que va investiguer l'entité dédiée.
Pourquoi ne pas accueillir ces gens à un moment donné, le temps d'un projet, à 100% du temps ou à 50% du temps, pour que eux, ils prennent un peu un bol d'air frais par rapport à la maison mère qu'ils ont toujours connue. Rappelez-vous que l'entité dédiée a plus d'agilité, plus de flexibilité, elle peut faire un peu envie, quoi. Et réciproquement, eux, de retour de la petite entité vers la maison mère, ce sont vos ambassadeurs. Vous n'êtes plus du coup un corps étranger par rapport à la maison mère. Vous êtes un département, une direction. Vous êtes connus. Et d'autres gens qui sont connus parlent de vous. Vous n'êtes plus l'étranger. Voilà. Le deuxième levier, c'est raisonner en termes de portefeuille. De même que fixer un cadre d'objectifs à l'innovation, avoir un portefeuille d'innovation, ça m'a apparu extrêmement important, parce que l'innovation, c'est un jeu de nombres. Et on est tous très très forts, mais c'est pas évident de réussir 10 innovations sur 10. C'est plutôt 2 ou 3 qu'on va réussir sur 10. Donc c'est important de répartir le risque ou de répartir les ambitions. Et dans cette logique d'alignement avec la stratégie d'innovation de la maison mère, c'est assez facile de trouver 2-3 projets qui répondent à un besoin de la maison mère, clairement identifié, clairement pressant, presque une souffrance, et sur lequel on va utiliser la force d'innovation rapide pour intervenir, le véhicule rapide de la petite entité au service de la maison mère. Et là, vous prouvez très rapidement à quoi vous servez. Parce que vous avez délivré en 8-10 mois, on va dire, c'est ça un projet rapide chez nous, un résultat sur quelque chose qui était un besoin bien identifié par la maison mère. Après, à l'inverse du spectre, il y a les projets pour lesquels vous avez été missionné, c'est-à-dire à la fois innovants, radicalement, disruptifs et dans des délais courts. Donc cela, vous allez mettre pas mal de moyens là-dessus, mais la prise de risque, elle est très grosse. Et entre les deux, j'ai mis ce que j'appelle des projets sondes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets produits finis, en fait. Ce sont des projets où on a un concept, on va faire un premier prototype, et puis très vite, on va montrer ça un peu à l'extérieur et à l'intérieur dans la maison, en se disant, voilà où j'en suis, où est-ce qu'on va maintenant ? Est-ce que c'est intéressant de l'emboîter dans un produit qui existe déjà dans la maison mère, donc d'en faire un sous-module ? Est-ce que c'est intéressant d'en faire un projet, un produit avec sa propre identité ? On a lancé une sonde finalement et on regarde quelle est la réponse du marché. Et ça, ce sont des projets, c'est pas des quick wins dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas des projets disruptifs, bien que ça puisse tester des concepts disruptifs. Ce sont des projets sondes et qui sont assez peu coûteux à réaliser et qui vous permettent d'entretenir la communication, la relation en permanence avec la maison mère. Voilà. Je voulais juste vous dire, ça c'est un schéma qui illustre la manière dont la nouvelle entité, donc voilà ici, peut fonctionner avec la maison mère au travers de ces 3 principes, tension créative, entité autonome et alignement de la stratégie d'innovation. Et cette nouvelle entité, eh ben, quelque part, elle peut aussi, ça dépend du contexte de la maison mère, aider la maison mère à rentrer dans une logique d'innovation ouverte, en servant quelque part de sas d'intégration vis-à-vis de ces nouveaux partenaires, de ces nouvelles méthodologies qu'on peut trouver sur le marché de l'innovation. Parce qu'elle est nativement familière avec ça, à aller chercher à l'extérieur, et elle est familière avec le fait d'engager ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur de la maison mère. Donc ça peut être une deuxième fonction de cette entité d'innovation rapide, c'est la courroie de transmission, le sas d'intégration avec le marché de l'innovation ouverte. Le deuxième enseignement, ou extension, ah oui, je n'ai pas là, c'est pas grave, c'est le fait de se dire, si on a une première expérience d'entité rapide, dédiée, qui fonctionne, et que la maison mère est une entreprise internationale, eh ben, il faut rentrer dans une logique d'internationalisation. Ça, c'est ce qu'a développé Renault avec... vous savez que Renault a une très grosse direction du design, je crois, avec 600 ou 700 designers. Et elle est très centralisée près du technocentre de Renault, là, en région parisienne. Mais ils ont développé des satellites du design.
Alors pourquoi? Parce que la voiture, c'est un véhicule, c'est un produit éminemment local, entre guillemets. Hein. Le design d'une voiture, la couleur d'une voiture, on voit bien quand on va au Portugal, les voitures sont noires, alors que nous, en France, on a beaucoup moins de voitures noires. Voilà, bon, je ne suis pas un spécialiste de la voiture, donc je m'arrêterai là. Mais ils ont eu cette logique de se dire, on a quelque chose de centralisé, mais on a aussi des capacités de design local qui sont capables de capter les besoins locaux, la température du marché local, la consommation locale, et de remonter ça au niveau central. Et ensuite d'organiser ça sous forme de concours de design entre ces différentes entités. Donc je crois qu'ils ont 7 ou 8 satellites. Voilà. Pour une entreprise comme Orange, on a des labs à Pékin, en Corée, bien sûr à San Francisco. Moi, je pense que ça. Alors maintenant, on a aussi des labs Afrique, Moyen-Orient, parce que c'est un des axes de développement très fort. Je pense que ça serait intéressant qu'on ait un lab aussi en Inde, parce qu'ils ont des logiques autour du numérique qui nous apprendraient certainement beaucoup. Je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser de la place aux questions-réponses. Tu parles juste un petit peu de la dynamique du lab d'Orange. D'accord. Pourquoi vous l'avez mis? D'accord. C'est échec et puis. D'accord. Donc le Orange Valley a été créé il y a 3 ans et demi maintenant par Didier Lombard dans cette logique d'avoir une entité agile, autonome, capable d'amener des produits sur le marché dans des délais courts. Et puis, fort de cette expérience, de rapatrier ces produits vers le portefeuille du groupe. L'idée à l'époque, c'était de se dire, et ça l'est toujours, hein, Orange est un groupe, il faut comprendre la dimension du groupe, qui n'est pas évidente. Moi, je venais d'une entité beaucoup plus petite, Club Internet, 300 personnes. Orange, 160 000 personnes, 6 000 chercheurs. Alors, les 6 000 chercheurs, ils produisent. Hein. Ils sont pas à rien faire. Et donc, on a une roadmap innovation qui est largement remplie. Donc pour Orange, une des difficultés à laquelle cherchait à répondre Didier Lombard, c'est de se dire si à un moment donné on sent qu'il y a quelque chose qui se développe, mais que la roadmap du groupe est embouteillée parce que c'est difficile de le faire rentrer dans le SI, c'est difficile de le faire. Nous on a 2 SI, le SI commercial et le SI provisioning réseau, système d'information. Donc pour que votre service marche, il faut qu'on puisse vous le facturer et il faut qu'on puisse provisionner dans le réseau le fait que le service marche. Et puis ensuite il y a les réseaux de distribution, les réseaux commerciaux. Donc ces 3 leviers-là de commercialisation d'un produit ont des roadmaps très structurés, très organisés, très pleines. Pas facile de rajouter un produit dedans. Et Didier Lombard voyait passer Google avec des innovations tous les 3-4 mois. Apple, innovation tuilée, donc c'est un peu masqué, hein, mais avec un rythme d'innovation plus rapide. Il se disait, mais ces idées-là, mes chercheurs les ont eues. On aurait pu les avoir, il faut qu'on se crée une courroie finalement, lab vers le marché direct. Donc Orange Valley a bien fonctionné dans cette logique-là, et je dirais que la partie proposition d'idées nouvelles a été particulièrement intéressante avec proposition d'une nouvelle tablette, 1 an et demi avant l'iPad, proposition de services de musique en ligne, alors qu'Orange n'était pas encore tout à fait aussi engagé autour de cette réflexion sur la musique qui est devenue maintenant un contenu très important pour les marchés qu'on vise. Réflexion très forte autour de la Smart TV, donc c'est, on appelle ça aussi la Connected TV, donc c'est le lien entre la télévision et Internet et comment on peut enrichir l'expérience de télévision avec des contenus et des services venant d'Internet sur l'écran de télévision et même au-delà en utilisant votre tablette, votre smartphone pour créer des expériences cohérentes et synchronisées entre les différents contenus. En phase de développement, je dirais qu'on a pas mal appris, mais on a aussi appris à apprendre. Donc tout ce qui a été prototypage rapide, design thinking, on s'est formé et on a amélioré petit à petit notre démarche de développement de nos produits là-dessus. Et puis la troisième partie, c'est l'engagement. Et là, ça a été la partie la plus douloureuse, hein, parce qu'on a plutôt eu une démarche, enfin je vais surtout parler peut-être pour moi là, un peu fleur au fusil en arrivant, voici mon innovation, qu'est-ce qu'elle est belle, est-ce que t'en veux? Ah non, t'en veux pas. Bon, ben alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, pardon?
Pardon, au niveau interne, exactement, au niveau interne. Alors, on avait la possibilité de lancer en externe, mais je pense que, moi, ça a été ma réflexion personnelle aussi, c'est pas une arme qu'on peut utiliser systématiquement. D'abord parce que c'est pas parce qu'on sort en externe que ça n'est pas coûteux. Il faut quand même nouer des accords avec des Fnac, des boulangers, des Darty pour voir vos produits distribués. Hein. Et puis ensuite, ça crée une tension vis-à-vis du reste du groupe où on se dit ils vendent leurs produits en externe, pourquoi ils ne le vendent pas en interne? On ne le vend pas en interne parce qu'on n'a pas réussi à trouver l'articulation avec l'interne. Donc du coup, moi, dans ma démarche, j'ai essayé d'itérer par rapport à ça, de m'améliorer sur la création d'idées nouvelles avec la composition des équipes, de m'améliorer beaucoup sur cette logique de prototypage et d'aller aussi pas mal sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure au travers de cette notion de sonde, c'est-à-dire de faire des produits finalement non finis et des innovations qui sont plus des plateformes ouvertes à la collaboration. Je vais prendre un exemple très concret pour ce concept qui, je vous vois lever les yeux vers le plafond. C'est assez simple en fait. Plutôt que de dire, voilà, je vais dessiner un iPad, c'est-à-dire un produit fini. Bon, encore que sur l'iPad, vous avez des applications, donc c'est ouvert à un écosystème de développeurs externes. Mais c'est quand même un produit fini en termes de design, en termes d'ergonomie, en termes d'interface, c'est très, 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 très fini, très, très normé. Je suis allé vers des produits non finis, et dans ce sujet que je vous décrivais sur la social TV, donc le lien entre la télévision et les réseaux sociaux, plutôt que de dire on va développer une application sur un smartphone ou sur une tablette qui permet de comprendre quels sont les programmes qui passent ce soir et d'avoir des informations qui sont tirées du réseau social pour ça, on a développé un module qui peut s'embarquer dans d'autres applications Orange et qui, lui, fait ce scan des réseaux sociaux. Ce module fait cette fonction, c'est-à-dire scanner les réseaux sociaux, en ressortir des recommandations de programmes de télévision. Mais ensuite, il est intégrable dans des produits finis. Alors, dans le monde numérique, on appelle ça sous forme d'API, c'est-à-dire qu'il s'interface dedans un petit peu comme un moteur va rentrer dans une voiture, mais ce n'est pas vous qui concevez la carrosserie de la voiture finale. Et donc, ce moteur peut s'intégrer dans différents types de véhicules. C'est ce qu'on a appelé designer avec plutôt que designer pour. C'est fournir des outils qui vont être embarqués dans des applications, fournir des sous-modules, fournir des enablers, fournir une plateforme où finalement on peut collaborer ensemble avec les autres entités du groupe pour faire le produit fini. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ce que je vous dis là, parce que c'est et du coup, le fait d'arriver en ayant quelque chose à discuter plutôt que quelque chose à vendre change complètement la relation et on arrive plus facilement à construire ensemble. Ce qui est quand même, on est quand même là dans un groupe ensemble pour faire ça.